Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. Ce mois, une grosse actualité internationale de la justice fiscale avec la publication par le panel FACTI de son rapport final sur la transparence, l'intégrité et la responsabilité financière dans le monde. Nous aurons l'occasion d'écouter un de ses présidents, l'ex-ministre malien Ibrahim Hassané Mayaki, mais aussi le professeur Karim Daher qui est un des membres de ce panel. Mais avant de parler de cela, nous allons écouter le président français Emmanuel Macron sur la restructuration des dettes africaines. L'Afrique a besoin qu'on lui accorde de la souplesse sur sa dette, mais selon le président français, on ne peut accorder cette faveur au profit de la Chine. Notre invité est Symphorien Zana, c'est un expert camerounais de la fiscalité et son dernier livre parle d'une fiscalité 3.0 pour le financement du développement dans le monde. Il sera en posture d'invité. Je rappelle que vous pouvez suivre ce programme sur nos pages de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin, ou encore sur la page de taxcast.com en cliquant sur l'onglet en français. Vous pouvez aussi interagir avec nous sur notre page Twitter, hashtag impotsocial, notre page Facebook, impôts et justice sociale, ou encore nous écrire par email à l'adresse impôt-social@outlook.fr. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, vous y retrouverez le programme. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, vous le savez peut-être, il y a des discussions au niveau international pour apporter un allègement à la dette des pays les plus pauvres. Ces discussions sont menées aussi bien par les pays africains que par le G20, le club des 20 pays les plus riches au monde, y compris la Chine. Aujourd'hui, le président français, qui est dans le pays et membre de cette organisation, a fait savoir qu'on ne peut restructurer les dettes africaines au profit de la Chine. Écoutons ce qui a sous-tendu son argumentaire. Rien ne sert de restructurer les dettes africaines à l'égard de l'Europe et des États-Unis si c'est pour contractuer plus de dettes à l'égard de la Chine. Ce qu'on a quand même très souvent vu faire ces dernières années. C'est une catastrophe sur le plan financier, une catastrophe sur le plan de la souveraineté. Et donc dès le début de la crise, nous avons souhaité qu'on puisse justement aller vers un processus de restructuration, voire d'annulation des dettes des pays africains. Et on a traduit ensuite concrètement cette initiative par une première étape historique qui a été au niveau des ministres des Finances du G20 puis des dirigeants du G20, un moratoire sur le paiement de tous les intérêts sur l'année 2020 de la dette des pays concernés. Ça ne s'était jamais fait, et ce moratoire a inclus en particulier nos partenaires chinois, ce qui n'était pas fait jusqu'alors. Je vais porter le fer pour qu'on poursuive ce travail de plusieurs manières. D'abord, continuer le travail de restructuration des dettes africaines. Ce travail, s'il doit être efficace, est un travail qui nécessite d'avoir tous les créanciers autour de la table. Et donc, le moindre budget doit être un budget qui inclut toutes les formes de dette, publiques et privées, parce que beaucoup jouent sur ce distinguo. Quand c'est de la dette privée à l'égard d'entreprises qui sont détenues par des puissances publiques, c'est assez peu de la dette privée. Et donc, nos partenaires chinois, jusqu'à présent, ont continué d'avancer avec nous là-dessus. Je souhaite qu'on puisse, dans le cadre du G20, mais également par la poursuite, si je puis dire, d'une négociation ad hoc, continuer à restructurer les dettes africaines. On discute beaucoup avec la Banque mondiale, le FMI et certains de nos partenaires pour voir quelles sont les conditionnalités qu'ils veulent mettre. Mais je pense en particulier pour toutes les dépenses de santé, pour aider à ces projets, on doit aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Le deuxième pilier, c'est évidemment aussi d'aider sur un plan quasi monétaire les pays africains par une émission de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Nous soutenons depuis l'année dernière cette initiative qui a été un peu annoncée ici même le 11 novembre dernier. L'administration américaine précédente était opposée à cela. Je crois que les discussions que nous avons pu avoir dès à présent avec la nouvelle administration sont plus favorables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous aurions l'émission de 500 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux auxquels nous renoncerions, parce qu'en fait ces droits de tirage vont mécaniquement vers les principaux
si je puis dire, détenteur du FMI, et donc la quote-part est extrêmement forte pour les États-Unis, l'Europe, et elle l'est aussi pour la Chine. On engagerait, nous, Européens, un processus de renonciation à cette droit de tirage. Les États-Unis feraient la même chose. J'espère qu'on pourrait convaincre les Chinois de faire la même chose pour que l'intégralité des droits de tirage spéciaux ainsi émis puisse aller vers les économies africaines, ce qui serait un complément très important. Oui, c'est facile de dire que l'Afrique s'est tournée contre la Chine, mais avait-elle le choix? Et aujourd'hui, le vrai problème du financement en Afrique n'est pas vraiment abordé, c'est celui notamment du rapatriement des ressources qui sortent à travers l'évitement et l'évasion fiscale des multinationales et des riches fortunés. On parle de pratiquement 25 milliards de dollars qui sont perdus chaque année par le continent noir. C'est un rapport de Tax Justice Network sur l'état de la justice fiscale dans le monde, publié en novembre 2020, qui le dit. Mais la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, n'a pas manqué aussi de rappeler que le continent perdait 88,6 milliards de dollars chaque année en raison de la fausse facturation sur le commerce international. Nous espérons que le G20 se prononcera sur ce sujet, NC4. Parlons désormais du rapport final du panel FACTI. Ce panel qui a été mis en place par l'Assemblée générale des Nations unies pour réfléchir sur les questions de responsabilité, d'intégrité et de transparence financière dans le but de mobiliser plus de ressources au service du développement. Avant de venir sur les détails de ce rapport, nous avons eu l'occasion d'avoir un speech d'Ibrahim Hassan Mayaki. C'est l'un des coprésidents de cette organisation. Écoutez le message qu'il a passé. Un monde meilleur est à portée de main. Mais l'abus fiscal, la corruption et le blanchiment d'argent privent des milliards de personnes des ressources nécessaires pour le réaliser. Le FACTI Panel a un modèle pour l'intégrité financière du développement durable et pour le financement de ce développement durable. Il comprend un pacte mondial des Nations Unies pour récupérer les ressources perdues et les utiliser afin de financer l'éradication de la pauvreté, la reprise liée à la Covid-19 et l'action climatique. Des mesures de réforme et de revitalisation de l'architecture mondiale avec des règles et standards coordonnés permettront de récupérer notre richesse perdue. Ce programme est évidemment ambitieux. Il doit l'être. C'est pourquoi tout le monde, des gouvernements aux entreprises en passant par les personnes ordinaires au sens propre du terme, tout le monde a besoin de jouer son rôle dans ce défi. Si nous suivons ce qui est préconisé, nous pouvons construire un futur plus inclusif, plus équitable et durable. Nous méritons ce futur. Donc, commençons à le construire dès aujourd'hui en gardant à l'esprit ce slogan que nous avons, l'intégrité financière pour le développement durable. Message très poignant du professeur Ibrahim Hassan Mayaki. Nous allons maintenant écouter une entrevue que j'ai eue avec Karim Daher. C'est un professeur de droit, un expert en fiscalité et en législation fiscale qui est basé au Liban, mais qui est un des membres du panel. Il a accepté de décortiquer avec nous les contenus de ce rapport. Écoutez l'interview que j'ai eue avec lui. Professeur Karim Daher, bonjour. Vous êtes un des membres du panel FACTI, cette instance qui a été mise en place par les Nations Unies afin de réfléchir sur le moyen de mobiliser des ressources au profit du développement durable. Alors, première question, que représente aujourd'hui pour les Nations Unies le lancement de ce rapport sur la responsabilité, la transparence et l'intégrité financière dans le monde? Il convient de revenir sur les raisons et les objectifs qui ont concouru à la création du groupe d'experts de haut niveau pour la responsabilité, la transparence et l'intégrité financière du FACTI Panel par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies
avec pour mission de revoir et d'évaluer l'ensemble des réglementations et normes en vigueur en matière de corruption, de blanchiment d'argent, d'impôts, de fiscalité, d'échange d'informations, afin d'identifier les failles et les écueils pour proposer des solutions techniquement réalisables et politiquement viables. Le tout dans le cadre d'un objectif qui vise à endiguer les flux financiers illicites et d'assurer les ressources publiques nécessaires afin de réaliser les objectifs de développement durable dans le cadre du programme d'action Addis Abeba pour l'horizon 2030. Ce programme qui vise à endiguer la pauvreté, la faim et à donner un avenir meilleur à la planète. En somme, l'objectif est de créer un consensus et de créer aussi un pacte universel autour de la question de l'intégrité financière pour le développement durable. Ça nécessite une coopération au niveau des États, une coopération qui vise à pouvoir adopter dans les législations nationales des dispositions et des normes et des règles qui puissent prévenir les flux financiers illicites et qui puissent assurer des ressources essentielles, naturelles, publiques pour réaliser des objectifs. Ceci, naturellement, comprend aussi un autre objectif qui est de changer de vision en matière financière et que cette vision et ce comportement au niveau des relations financières dans le monde intègrent les principes de transparence, les principes d'intégrité et les principes de responsabilité. Quelles sont les grandes recommandations qu'on retrouvera dans ce document? En fait, le rapport contient un certain nombre de recommandations qui s'articulent autour de 4 grands thèmes ou axes qui sont la responsabilité, la transparence, la légitimité et l'équité. À l'intérieur de chacun de ces thèmes, on retrouve un certain nombre de recommandations plus précises, suivent ensuite d'autres recommandations variées. Il y a en tout et pour tout 14 recommandations qui tracent la voie à suivre pour les parties prenantes au développement durable. Prenons le thème par exemple de la responsabilité. Dans ce thème de la responsabilité, le rapport propose un certain nombre de mesures préventives et coercitives qui visent à créer un effet dissuasif par rapport à ceux qui commettent les infractions ou ceux qui les facilitent, comme les banquiers, les intermédiaires, certains avocats, les notaires, les commissaires aux comptables ou autres, afin que ces personnes-là, avec cet effet dissuasif, ne pratiquent plus ce genre de procédés qui favorisent les transferts illicites de capitaux. Dans le thème de la légitimité, le rapport montre que toute mesure qui doit être prise au niveau universel pour qu'elle puisse réussir doit être légitime, c'est-à-dire qu'elle doit être acceptée de tous. Or, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup de normes qui sont en application, parce que certains pays en voie de développement ou qui n'ont pas beaucoup de moyens trouvent qu'ils n'ont pas droit au chapitre. Donc, dans ce cadre-là, le rapport propose que les discussions soient initiées pour la signature d'une convention fiscale internationale sous l'égide de l'ONU et éventuellement d'un organe intergouvernemental où chacun aura droit au chapitre. Sous le thème de la transparence, le rapport insiste énormément sur le fait de pouvoir, par des mesures sur le plan national ou sur le plan international avec la coopération internationale, des mesures qui puissent permettre d'identifier les ayants droit économiques ou les bénéficiaires effectifs par le biais de mesures ou par le biais d'actions comme la création d'un registre global, international ou même national des bénéficiaires effectifs des ayants droit économiques, ce qui permettrait de mettre à nu toutes les pratiques illicites, ce qui permettrait aussi d'identifier les biens mal acquis pour pouvoir les récupérer. Dans le cadre de cette action de transparence, il est demandé aux sociétés multinationales de procéder elles aussi à la déclaration de ces états financiers et de ces comptes pays par pays. Sous le thème de l'équité, le rapport prévoit un certain nombre de recommandations qui visent à assurer plus de justice et d'égalité, aussi bien au niveau des États
afin qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, qu'au niveau des agents économiques, pour éviter des positions dominantes, éviter des optimisations fiscales et toute action qui vise à élever la base de l'impôt ou faire un transfert artificiel de bénéfices. Cette équité aussi concerne la récupération des biens mal acquis. Il y a là aussi des recommandations précises qui visent à faciliter les médiations entre les États et qui visent à récupérer cet argent et dans l'intervalle à les déposer dans des comptes séquestres qui seraient gérés par des banques régionales de développement. Suivent ensuite d'autres recommandations plus variées qui concernent la bonne gouvernance, qui concernent l'échange d'informations, qui concernent aussi les acteurs non gouvernementaux ou la société civile, les modes de soutien, de protection des lanceurs d'alerte et un certain nombre de recommandations qui visent tous à assurer cette intégrité financière qui pourra servir à assurer les ressources tellement essentielles pour le développement durable. Attendez-vous des gouvernements africains, la société civile et des grandes entreprises et corporations du monde à la suite de la publication de ce rapport? C'est tout simplement qu'ils saisissent le message et se mobilisent, qu'ils agissent ensemble dans le sens du vrai changement et des vraies réformes afin d'aboutir à l'intégrité financière qui assurera le développement durable et pourra de ce fait faire face aux grandes échéances et aux grands challenges que nous vivons, notamment avec un nouveau problème qui a surgi, qui est celui du Covid-19. En effet, le Covid-19, mis à part les grands désastres qu'il a créés sur son chemin, a été aussi de nature à enrayer l'avancée qui a été faite ces dernières décennies en matière de conformité, en matière de contrôle, en matière de lutte contre les inégalités, et bien dans bien d'autres domaines et chantiers que l'ensemble des nations ont mis en œuvre. Il faudrait savoir qu'on ne peut pas gagner la bataille seul. Il faut agir ensemble. Nous sommes tous face à la même tempête, même si nous ne sommes pas dans le même bateau. Et de ce fait, il faudrait ramer ensemble, pas à contre-courant, et il ne faudrait pas aussi ramer à contresens, car ceci freinera notre avancée et ne nous permettra pas d'aboutir aux résultats escomptés. Chacun a un rôle à jouer. Les gouvernements se doivent de réformer le système, se doivent d'adopter des normes et des mesures préventives ou coercitives qui assurent l'efficacité des mesures. La société civile se doit de mettre la pression sur le gouvernement pour les pousser à répondre à leurs responsabilités. Et enfin, les sociétés et les entreprises internationales se doivent de changer de compte, d'accepter de gagner moins, d'accepter de mettre en œuvre des mesures assurant une intégrité, assurant une transparence, parce que même si elles gagnent moins sur le court terme, elles gagneront beaucoup plus sur le long terme et avec des investissements productifs et le développement durable. Il est grand temps de mettre fin au double pillage des populations par une infime élite sans scrupules qui les prive de leur richesse et de leurs ressources et les prive aussi d'un meilleur avenir. Merci, professeur Karim Daher. Je rappelle que vous êtes un expert du droit, vous êtes basé au Liban, mais vous êtes aussi un expert de la justice fiscale. Nous espérons vous avoir très bientôt pour d'autres éditions de ce podcast. Merci d'avoir pris le temps de pouvoir répondre à nos questions. L'invité du jour. Je vous le disais en une, notre invité est Alain Semphoréen Zana Biloa. C'est un expert camerounais de la fiscalité et son dernier livre, Un système fiscal international 3G pour financer le développement durable, a été récemment publié. Un document qui remet au goût du jour le débat international pour une réforme internationale de la fiscalité au profit des communautés et des pays les plus pauvres. Il a accepté de répondre à nos questions, notamment au micro de Tatiane Mélieu-Dieu, qui a accepté de collaborer avec le podcast francophone. Écoutez l'entrevue qu'il a eue avec elle.
Monsieur Nzana, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous avez récemment publié un ouvrage dans lequel vous parlez d'un système fiscal 3G pour financer le développement. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi consiste ce système? Oui, comme vous le savez, le constat a été fait dans le monde entier que les règles qui régissent la fiscalité internationale à la date d'aujourd'hui sont dépassées. Et ces règles, en réalité, résultent d'un consensus fiscal international qui a été fait dans les années 1920, après les 2 premières guerres mondiales. Et donc, les règles qui régissent la fiscalité internationale aujourd'hui sont adossées sur les institutions qui régissent le monde. Et il faut dire que ces institutions de coopération internationale ont été mises en place après les 2 premières guerres mondiales. Donc, en fait, pour moi, la première génération, c'est avant les 2 premières guerres mondiales, lorsqu'il n'y avait pas du tout d'institutions de coopération ou des règles internationales partagées. Et la deuxième génération, justement, a été mise en place avec les institutions de coopération internationale qui ont été imaginées après les 2 premières guerres mondiales pour permettre aux États de régler les problèmes communs auxquels ils sont confrontés. Donc, pour moi, le système fiscal international 3G, c'est le contenant des nouvelles règles de fiscalité internationale qu'on devrait mettre en place pour permettre aux États de mieux collecter l'impôt, notamment auprès des entreprises du numérique et des multinationales qui se livrent à une évasion fiscale internationale insoutenable. Et de manière pratique, ça se passe comment? Si vous pouvez nous faire un peu une simulation. Une simulation. De manière pratique, je propose d'abord de changer les règles et d'adosser ces règles à une institution internationale qui sera chargée exclusivement de la coopération internationale en matière de fiscalité. Parce que comme vous pouvez vous l'observer, c'est quand même curieux. Les États ont mis en place les institutions de coopération internationale dans tous les domaines, mais ont oublié le domaine de la fiscalité qui leur permet pourtant de collecter le revenu qui leur donne les moyens de payer même les contributions aux autres institutions internationales. Du coup, vous allez constater que beaucoup d'États n'arrivent même pas à payer leurs contributions dans l'ensemble des organisations internationales dans lesquelles ils sont membres. Donc, je pense que c'est peut-être une omission et qu'il est désormais temps de mettre en place une institution qui sera chargée exclusivement de la coopération internationale en matière fiscale. Il y a des institutions qui le font, mais d'une manière qui n'est pas encore précise. Notamment, nous avons l'OCDE, et malheureusement, l'OCDE ne regroupe pas l'ensemble des pays du monde comme l'ONU. Il y a également l'organe de l'ONU qui s'occupe de la coopération en matière de développement, ça s'appelle comment? Le Conseil économique et social de l'ONU, qui a un pan réservé à la coopération fiscale internationale, mais qui est lâche, c'est-à-dire il n'y a pas de la fermeté, il n'y a pas de la cohésion. C'est-à-dire que le Conseil économique et social n'a pas, par exemple, les mêmes pouvoirs que le Conseil de sécurité de l'ONU a en matière de sécurité. C'est-à-dire qu'il peut arrêter les règles et même sanctionner éventuellement ceux qui ne respectent pas ces règles. Donc, il faut repenser en fait la coopération internationale en matière de fiscalité et renforcer le rôle soit du Conseil économique et social, soit de mettre en place une institution qui va donc reprendre les travaux qui ont déjà été faits par le Conseil économique et social et les travaux faits par l'OCDE. Vous dites également dans cet ouvrage qu'il y a un paradoxe entre les incitations fiscales destinées à booster les investissements et de l'autre côté la hausse des volumes de fuite de l'impôt. Comment comprendre ce paradoxe? Oui, en réalité, il ne s'agit pas d'un paradoxe parce que, en fait, vous verrez que certaines incitations fiscales ne sont mises en place que pour permettre aux multinationales d'éviter l'impôt. Vous avez par exemple les régimes préférentiels qui sont mis en place dans ce qu'on appelle généralement la concurrence fiscale dommageable. C'est-à-dire des pays qui n'ont aucune activité économique qui se déroule sur leur territoire, mais qui donnent des incitations fiscales aux entreprises qui réalisent des activités réelles dans d'autres pays, mais leur donnent des incitations fiscales qui sont totalement déconnectées de leur économie. Donc c'est ça le problème. Il y a des incitations fiscales qui ne sont mises en place que pour permettre aux entreprises d'éviter l'impôt. Alors, comme pour vous donner raison, il y a l'ONG Tax Justice Network en 2020 qui a publié le premier état de la justice fiscale dans le monde. Et il est dit dans ce rapport que l'Afrique perd chaque année 25 milliards de dollars sur la fraude fiscale des multinationales et des riches fortunes. Est-ce que vous partagez cette estimation en termes de chiffres? Bon,
tout le monde sait que l'Afrique perd beaucoup d'argent dans l'évasion fiscale internationale. Mais l'estimation, je n'ai pas des instruments qui me permettent de valider ou d'invalider cette estimation. Je pense que Tax Justice Network est beaucoup plus pointillé que moi. Mais c'est des chiffres que je prends, tout comme il y a une estimation qui a été faite par Gabriel Zuckman, qui est membre de l'ECRI, qui a publié un ouvrage qui s'intitule La richesse cachée des nations. Et là-dedans, il a démontré qu'en valeur relative, l'Afrique perd plus de ressources dans l'évasion fiscale internationale que l'Europe. Parce que le pourcentage du PIB et les recettes fiscales que les pays africains perdent dans l'évasion fiscale internationale avoisine les 40% du PIB, ce qui est énorme en valeur relative. J'aimerais que vous reveniez un peu sur cette question de fiscalité des multinationales. Vous, comment est-ce que vous appréciez cela? Quel est votre regard? Mon regard est celui d'autres auteurs dans le monde qui ont observé le comportement des multinationales. Les multinationales s'arrangent à transférer l'essentiel de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, là où il n'y a pas d'impôts à payer, pour ne pas payer les impôts dans les pays où elles exercent effectivement leurs activités, là où elles produisent toute la richesse. C'est un comportement, c'est connu de tout le monde, en utilisant des instruments pernicieux de l'évasion fiscale internationale. Donc, les multinationales, je veux dire que l'évitement de l'impôt, c'est quasiment incrusté dans l'ADN d'une multinationale. Il y a des filiales des multinationales qui ne sont créées que pour permettre à la multinationale d'éviter l'impôt, qui n'ont rien à voir avec la production à faire dans tel endroit, à tel endroit ou à tel endroit. Alors, qu'est-ce que dans votre livre vous proposez donc comme voie de sortie, si on peut le dire ainsi, sur cette problématique de fiscalité des multinationales qui s'est aujourd'hui internationalisée? Il faut changer les règles. Il faut dire que les règles en place à la date d'aujourd'hui permettent l'imposition des multinationales sur la base de chacune des filiales. C'est-à-dire que tous les États, chacun des pays impose la filiale qui est implantée sur son territoire sans tenir compte du résultat d'ensemble qui est réalisé par la multinationale. Vous verrez que quand vous allez observer les résultats d'une multinationale, vous verrez que elles sont généralement bénéficiaires dans une poignée de pays, notamment les paradis fiscaux, et dans la plus grande partie des pays, notamment les pays à fiscalité normale, si je peux parler en ces termes, elles sont plutôt déficitaires. Il est question de changer les règles, de faire en sorte que on impose la multinationale sur l'ensemble de son résultat dans le monde et répartir l'impôt à l'ensemble des pays dans lesquels la multinationale exerce ses activités en tenant compte justement du pourcentage de chiffre d'affaires ou des investissements et de l'emploi dans chaque pays. Parce qu'il y a des pays dans lesquels en fait les multinationales n'ont pas d'activité réelle, mais c'est dans ces pays où curieusement ils réalisent les plus gros bénéfices. Alors, pour sortir, le FACTI Panel a lancé son rapport sur l'intégrité financière dans le monde seulement hier, il y a quelques heures. Quels sont les messages forts que vous pouvez apporter à ce débat? Déjà, je partage une des recommandations du FACTI relative notamment à l'amélioration de la coopération internationale, notamment en ce qui concerne la fiscalité. Oui, l'intégrité financière, c'est un ensemble de choses qui forcément intègre la donnée fiscale, parce qu'en fait, c'est l'impôt est la principale source de revenus des États, la source pérenne des revenus des États. Et quand on met en place un projet de développement comme les EDD, forcément les États vont s'appuyer principalement sur l'impôt. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la troisième conférence internationale sur le financement du développement qui s'est tenue à Addis Abeba en juillet 2015, soit 3 mois avant l'adoption des ODD, tous les États ont convenu qu'il était important de renforcer la coopération internationale en matière de fiscalité afin de permettre aux États d'améliorer leur potentiel de collecte de l'impôt, d'optimiser leurs recettes fiscales. Et vous verrez que dans le programme des ODD, il y a l'objectif numéro 17 qui renvoie en fait à la revitalisation des coopérations dans le monde, de la coopération dans tous les domaines, et particulièrement en matière de fiscalité. Et je dois dire qu'il y a eu déjà des suites à cette conférence internationale sur le financement du développement, avec la 10 initiative taxe, avec certains frémissements des réformes qu'il y a déjà eu dans le monde, notamment les travaux en cours au sein de l'OCDE, dans le cadre du cadre inclusif de l'OCDE. Ces travaux font toujours suite aux engagements que les États ont pris lors de cette troisième conférence internationale sur le financement du développement. Donc, s'il faut vous résumer, renforcer la coopération
changer les règles, renforcer la coopération en mettant en place une institution internationale sur laquelle va s'adosser la coopération internationale en matière de fiscalité. Merci, monsieur. Je vous remercie. Merci Tatiane, merci à vous professeur. Nous allons certainement revenir sur cette publication où nous aurons l'occasion de décortiquer encore plus dans le détail parce qu'aujourd'hui, il est évident que le débat sur un système fiscal est défendu par une majorité de l'opinion publique internationale, notamment aussi au sein de Tax Justice Network. N'hésitez pas à aller lire les productions d'Alex Copham ou encore de Nicholas Jackson qui ont tous émis les bonnes hypothèses à travers lesquelles on pourrait parvenir à une internationalisation de la fiscalité. Voilà, c'est ce qui était prévu ce mois pour votre podcast francophone. Je rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur la page de podcast imposocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi aller sur la page du podcast de Tax Justice Network qui s'appelle thetaxcast.com et vous cliquez sur l'onglet en français. Vous pouvez interagir avec nous en allant sur notre page Twitter, #imposocial ou notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale. N'hésitez pas aussi à nous écrire à l'adresse impôts-social@outlook.fr. Et pour ceux qui ont Stitcher, allez sur l'application et recherchez le podcast que vous trouverez. Au revoir, prenez soin de vous, le coronavirus n'est toujours pas terminé, protégez-vous et à très bientôt pour un autre débat sur la justice sociale et la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Au revoir.